Alors, bonsoir tout le monde. Euh, c'est toujours un plaisir de réunir autant de monde en ligne et puis de partager ces sujets d'astro assez passionnants. Je ne vais pas dire grand-chose, c'est juste le plaisir de parler de sujets qui, à mes yeux, sont assez à la pointe. On a compris depuis un moment que la question d'observation à distance, remote, automatique, etc., intéresse beaucoup les gens, vous intéresse, nous intéresse. C'est clair que pour moi, c'est l'avenir qui est en train de se construire. Et je dis un immense merci à Patrick d'avoir préparé quelque chose là pour nous présenter son installation, son aventure, son expérience. Et j'ai pas trop de doute sur le fait que ça va être passionnant. Donc, alors, peut-être pour préciser, si vous voulez intervenir, intervenez principalement dans le chat par écrit et on surveille le chat avec Olivier et éventuellement on se permettra d'interrompre Patrick si c'est pertinent d'interrompre pendant sa présentation ou sinon on garde les questions pour la fin. Mais voilà. Et sinon, effectivement, coupez vos micros, c'est plus pratique pour tout le monde. Merci beaucoup, Patrick. Je te passe la main. À toi de jouer. Alors bonsoir tout le monde. Je m'appelle Patrick Fricker et j'habite dans les Alpes occidentales en Suisse à 1800 mètres. Et un grand merci à Chéliac, à François et à Olivier de me permettre de vous présenter mon aventure en spectroscopie en remote. Avant tout, cette présentation est un retour d'expérience personnelle. Je n'ai aucune prétention académique ou institutionnelle. Je ne suis ni chercheur, ni académicien, ni informaticien de formation. Le travail que je vais présenter s'inscrit dans une démarche d'astronomie amateur, fondée sur la rigueur, l'expérimentation et le partage d'expériences. Les choix techniques et les logiciels que je vais présenter ici sont liés à un contexte bien précis et ce ne sont pas des recommandations universelles. Les résultats présentés à la fin illustrent un peu les capacités du système et de ma méthodologie et sans aucune prétention de substituer quelques travaux scientifiques professionnels. Le périmètre de la présentation, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est ma démarche en spectroscopie en remote, mes choix techniques, une automatisation des observations, certains résultats et un retour d'expérience. Ce ne sera pas une présentation, ce ne sera pas un tutoriel pas à pas ou des solutions universelles ou du code détaillé. C'est important. Et le pipeline de traitement des spectres ne sera pas abordé, ce serait très certainement l'objet d'une autre présentation. Et, et si j'observais les étoiles depuis un avion à 10 000 mètres d'altitude au-dessus de l'Atlantique? J'ai une formation de pilote de ligne pour une grande compagnie suisse et j'ai très très souvent, quasiment toutes les semaines, traversé l'Atlantique. Et pendant ces 12 heures de vol, eh ben, j'avais 8 heures de vol aux commandes et 4 heures en train de dormir sur le lit que vous voyez en bas à droite. Et je me suis dit, mais ce serait quand même bien de pouvoir observer les étoiles. Ce serait quand même bien de pouvoir utiliser ce temps perdu dans un avion en train de dormir ou essayer de dormir. Et c'est ainsi qu'un rêve un peu fou est né en 2018, un projet, Mountain Peak Stars Observatory. Ce n'est pas une association, ce n'est pas un club, c'est juste un nom que j'ai donné à mon projet. Le cahier de charge que je me suis créé en ce temps-là, c'était, concernant les objectifs scientifiques, je voulais faire de la spectroscopie à basse et à haute résolution, pouvoir participer à des programmes ProAM long terme, BESS, ARAS, AAVSO, et faire un monitoring régulier et répétable des cibles. Un autre but que je m'étais mis, c'était les exigences opérationnelles. Je voulais avoir un site en Europe et exploitable à distance que je pouvais
commandé, piloté depuis la couchette de l'avion par ligne satellite. Je voulais avoir une présence sur site pour la maintenance légère et je voulais avoir la possibilité d'utiliser plusieurs instruments. Point de vue sécurité, pour moi, c'était super important que le système soit complètement autonome, c'est-à-dire que le télescope puisse se parquer et le toit puisse se fermer complètement autonome sans l'intervention humaine. Et que le système soit tolérant à certaines pannes, c'est-à-dire que si le télescope tombe en panne, que le système puisse reprendre la main, réparer la panne d'une manière ou d'une autre et continuer l'observation. Un autre but, l'automatisation, je voulais que le système soit complètement autonome, sans aucune intervention de ma part, autant dans l'utilisation des télescopes que dans le séquençage des observations. Je ne voulais pas chaque soir être obligé de rentrer une séquence de cibles, mais que le système soit complètement automatisé. Et s'il y a des interventions humaines nécessaires, qu'elles soient uniquement pour post-incident, c'est-à-dire le lendemain matin, pour débugger ou pour trouver l'erreur. Point de vue qualité, je voulais avoir un pipeline bien défini pour la calibration systématique des spectres. Je voulais avoir la possibilité d'avoir une certaine répétabilité des observations, c'est-à-dire un pipeline que je pouvais réutiliser. Et surtout, très important, la journalisation des opérations, c'est-à-dire que je puisse en tout temps comprendre comment j'ai traité les spectres et aussi un journal concernant les incidents, qu'est-ce qui est tombé en panne et pourquoi certaines opérations sont tombées en panne, pour pouvoir reproduire le traitement de mes spectres. Et en dernier, l'ergonomie, c'était important pour moi que je puisse piloter le système par une application web et une application mobile. Voilà un petit peu le cadre, le cahier de charge que je m'étais mis en 2018. Concernant le site, le site se trouve au sud de l'Espagne, avec un signe en général en dessous de 2 arcs-secondes, avec environ 260 nuits claires par année. Aujourd'hui, il y a plus de 100 télescopes qui y sont hébergés. Ce sont des toits individuels de 3 mètres sur 3 mètres, avec une connexion fibre à haut débit. Et très important, crucial, un support technique sur site qui est capable d'intervenir lors de pannes, de grandes pannes. Euh, il y a aussi des hébergements qui sont très soignés par les propriétaires. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment très très bien fait, avec des gens de bungalow, des chambres louables sur site pour pouvoir y dormir quelques jours. Et concrètement, j'y vais une à deux fois par année sur place, surtout pour le nettoyage, pour dépoussiérer, pour un petit peu faire de la maintenance. Le setup, honnêtement, un petit peu trop ambitieux. Je reviendrai après aussi. J'ai trois télescopes sur une monture. J'ai un Celestron C11 que j'ai équipé avec un LIRES 3 avec une motorisation faite maison. Au milieu, j'ai un Skywatcher, un Esprit 120 avec une roue à filtre pour l'imagerie. Et à droite, j'ai un RC10 avec un UVEX avec une motorisation Sheliak. Concrètement, euh, j'utilise le télescope haute résolution, le C11, le 80% des nuits. De temps en temps, le basse résolution et très rarement le Skywatcher. Voilà un petit peu pourquoi un petit peu trop ambitieux de vouloir utiliser tous les télescopes en même temps, c'est complètement illusoire. Concernant la motorisation du LIRES, l'IRES c'est un super spectroscope. Ça fait maintenant 2 ans que je l'ai. La spectroscopie, concrètement, ça fait 3 ans que j'ai commencé. Avant, je faisais l'imagerie. Et le LIRES n'est malheureusement pas motorisé. C'est pour ça que j'ai décidé de faire en impression 3D ma propre motorisation pour motoriser autant le réseau, on le voit sur la partie droite de l'image, et
la motorisation de la lentille de collimation, euh, tout automatique, et avec deux petits moteurs que je peux télécommander. Et ça marche, ça fonctionne. Donc là aussi, avec la pression 3D, il est possible de faire vraiment, vraiment de très belles choses. Alors, là j'ai un petit problème. Hop là. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, Oui. toujours. Toujours. Alors, je reprends la présentation. Voilà. Concernant les prises, j'ai fait une expérience. C'est les risques de faux contacts. On connaît tous un petit peu ces prises 12 volts et USB. C'est vraiment, vraiment fragile, surtout quand ce sont des équipements qui sont à 2000 km de la maison. Il faut vraiment être sûr que la fixation de ces prises fonctionne correctement. Et là, je conseille vivement d'utiliser des brides en plastique pour consolider et puis surtout éviter toute flexion et traction sur les prises elles-mêmes. Donc les faux contacts sont le plus souvent d'origine mécanique et non électronique. Les prises aussi, les prises 12 volts, on les connaît tous. Ces prises 12 volts, elles sont bien, elles fonctionnent, mais à l'intérieur d'un boîtier, au niveau de la fiche, il y a une petite languette métallique. Et cette petite languette métallique, si elle est pliée due à une flexion de la prise, eh bien, il y a facilement un faux contact. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un support en 3D où les prises sont fixées et bridées pour être sûr que ça ne bouge plus. Donc, un câble immobilisé est vraiment un câble fiable. Donc, vraiment, tâchez à bien euh, fixer les prises, sinon, il y a de gros risques de faux contact. Point de vue du réseau informatique, j'ai sur site, j'ai naturellement des disques durs, j'ai des ordinateurs, j'ai la monture et tous ces appareils sont connectés sur Internet. Et j'ai vraiment fait l'expérience de mettre un routeur derrière un pare-feu pour bien protéger toute l'infrastructure de l'observatoire et de ne surtout pas exposer quelconque appareil directement sur Internet. Donc de bien protéger tous les appareils informatiques. La façon dont j'ai choisi, c'est que mon routeur va se connecter par une connexion VPN sur un serveur OpenVPN. Depuis la Suisse, j'ai une infrastructure semblable. Je me connecte aussi par un tunnel VPN et c'est la seule façon d'accéder à mon infrastructure sur place. Comme ça, elle est protégée, elle est derrière un pare-feu et il n'y a pas de risque d'attaque ou de risque d'infection quelconque par virus ou autre. Donc, ne pas négliger la sécurité du réseau. Une autre redondance très importante, c'est l'onduleur, l'UPS. Euh, Vous avez toute une infrastructure électrique et elle est dépendante naturellement d'une connexion stable. Et sur site, en Espagne, ça nous arrive de temps en temps d'avoir des power spikes, des petites coupures. Et c'est important d'avoir un onduleur. Et il y a deux types d'onduleurs finalement. Il y a un line interactive qui a une commutation entre 2 et 4 millisecondes. C'est-à-dire que ce type d'onduleur fournit de l'électricité par le secteur et s'il y a une coupure, il y a une commutation sur la batterie. Mais souvent, ces 2 à 4 millisecondes suffisent à couper l'alimentation d'une monture ou d'un ordinateur. Donc, je conseille vivement, j'ai fait une bonne expérience avec un routeur, avec un onduleur, un petit peu plus onéreux, mais de type online, où le secteur alimente une batterie et c'est la batterie qui fournit l'électricité pour toute l'infrastructure. Donc, le choix d'un onduleur est vraiment un élément critique, surtout à distance comme ça, à ne pas négliger. Un autre point, c'est la redondance pour la connexion Internet. Connexion Internet, il y a plusieurs façons d'accéder à Internet.
ou par le réseau local qui est fourni sur site, qui est une fibre qui fonctionne bien. Mais c'est bien d'avoir une redondance, que ce soit par mobile, 4G, 5G ou par satellite. Pour ma part, la solution que j'ai choisie en Espagne, c'est une connexion, la primaire, c'est la connexion satellite et comme backup le réseau local Ethernet. Parce que effectivement, ça nous arrive en Espagne d'avoir des coupures d'Internet, de connexion et ne pas savoir ce que fait mon système. Des fois, c'est pas très bien. Là, ce que je conseille vivement, c'est en l'absence d'une redondance, le système doit être absolument capable de fonctionner et de se sécuriser tout seul. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, une reconnaissance de champ euh, qui tourne avec astronomie.net online, si la connexion Internet devait couper, il faut que le système puisse se récupérer et à la limite parquer le télescope, fermer le toit, euh, complètement autonome, sans connexion Internet. Donc ça, c'est ce genre de redondances qui sont super importantes. Un autre aspect, c'est un KVM par adresse IP. C'est un boîtier, tout simple, auquel on connecte les ordinateurs. J'ai quatre petits NUC, un NUC qui tourne sous Windows pour chacun de mes télescopes, plus un NUC qui gère l'observatoire. Et ces quatre NUC qui tournent sous Windows. Mais de temps en temps, il faut redémarrer Windows pour faire une mise à jour de l'OS. Et ça arrive de temps en temps que l'OS demande une interaction de souris pour choisir une option avant que toute application comme TeamViewer ou AnyDesk ait réussi à démarrer. Et si vous vous basez uniquement sur une application comme AnyDesk qui n'a pas encore démarré, eh bien, la séquence de boot de Windows, ben, elle reste bloquée jusqu'à que vous branchiez une souris, un clavier, un écran pour pouvoir cliquer sur l'option requise. Avec un appareil comme ça, eh bien, vous arrivez, vous branchez directement l'ordinateur sur le boîtier et vous accédez par browser web au bas niveau, au niveau du BIOS et au niveau de la séquence de boot. Donc là, vous pouvez intervenir à tout temps. Et ça, c'est vraiment aussi un point à ne pas négliger. Sinon, vous risquez d'être bloqué dans la séquence de boot de votre ordinateur. Donc, le KVM par adresse IP permet de prendre la main quand l'OS ne répond plus. Un autre point très important, le stockage de données. J'ai choisi l'option de faire des acquisitions des images brutes et de les sauver localement en Espagne et d'avoir tout le traitement des données, l'analyse à la maison ici en Suisse. Et j'ai choisi d'installer deux NAS, un en Espagne, un en Suisse, en RAID 5 miroir. C'est-à-dire chaque fois qu'une image est sauvée en local en Espagne, elle est automatiquement directement sauvegardée chez moi. Pourquoi j'ai choisi ça? C'est simple, c'est parce qu'en Espagne, en été, il fait très très chaud. Dans l'observatoire, ça nous arrive des fois à avoir des températures de 35 degrés. Et un ordinateur qui tourne avec 35-40 degrés, ben les disques durs, même des SSD, ça tient pas. Parce que, il faut les ventiler, il faut les refroidir, il faut une climatisation. Et ça, on n'a pas à disposition en local. Donc, il faut bien faire attention qu'il y ait des sauvegardes qui se fassent des images que vous faites, sans prendre le risque de tout perdre et pendant la journée de tout éteindre pour éviter que les équipements chauffent trop chaud, chauffent trop, quoi. Donc, avec un RAID aussi, euh, un disque peut tomber en panne et ça n'interrompt pas l'observation vu que c'est la réplication des données sur plusieurs disques durs pour minimiser le risque. Point de vue logiciel, j'ai choisi pour faire tout ce qui est l'automatisation de faire mes propres scripts en Python. Point de vue l'acquisition, j'ai choisi un soft absolument fabuleux qui est CC Ciel, écrit par Patrick Chevalet, qui est complètement piloté par des scripts Python, donc je n'utilise pas l'interface. Je
pilote l'application CCD Ciel par les scripts Python. Aussi, le support technique de Patrick est absolument fabuleux. Il suffit d'un email, il répond dans la journée. Vraiment, vraiment un super soft. Point de vue traitement, j'utilise SpecInT. J'ai mon pipeline sur SpecInT, Visual Spec et mes propres scripts Python pour traiter mes spectres. Là aussi, SpecInT, un super soft qui est complètement paramétrisable et utilisable sans interaction directe avec le GUI, donc avec l'interface. Ça peut se faire tout par script, c'est vraiment, vraiment bien fait. Point de vue de l'exploitation, j'ai écrit aussi là aussi mes propres scripts en Python pour pouvoir faire ultérieurement des publications pour uploader les specs sur BES, Arras, AAVSO et d'autres. J'ai eu quelques challenges quand j'ai mis en place mon système. C'est que la caméra de guidage de mon Lyres, il a un field of view de 16 sur 10 minutes. C'est extrêmement petit. C'est-à-dire que vous voyez dans l'image inférieure, l'image du bas, c'est quasiment impossible de faire une reconnaissance de champ sur une surface aussi petite, ou très difficile. Et pour ça, j'ai mis une petite lunette de pointage que j'ai fixée sur le C11, et j'ai vu qu'il y avait un autre problème, c'est que j'ai des problèmes de flexion entre la lunette de pointage, le télescope, la monture, etc. Et j'ai été obligé de faire un modèle de pointage. C'est-à-dire que vous voyez sur les Pléiades, sur l'image de gauche, un rectangle brun, c'est le champ de la caméra de guidage du Lyres. Et vous voyez les petites croix vertes. Les petites croix vertes représentent le centre de la fente, dépendamment de la position du télescope. Si le télescope pointe au zénith ou pointe à l'horizon, le poids est réparti différemment sur le télescope et les flexions sont différentes. Donc j'ai fait un modèle de pointage pour être sûr que j'arrive à mettre ma cible le plus précisément au centre de ma fente. Et vous voyez en rouge, ce sont les points quand je pointe le télescope vers l'ouest et en vert vers l'est. Donc il y a des grandes différences. Et le champ est tellement petit que je suis obligé de prendre ça en compte pour être sûr que je pointe la bonne étoile. Avant que je fasse ça, je n'étais pas sûr que, vu que j'allais me coucher, c'était le but, que mon système fonctionne comme il faut et qu'il pointait la bonne étoile. Et j'avais des spectres qui étaient complètement différents du spectre la veille. J'étais tout content jusqu'à que je réalise, mais attends, c'était pas la bonne étoile qui a passé dans l'autoguidage. Donc c'est pour ça, faire attention aux flexions des lunettes de pointage. Surtout avec des focales si grandes de 2,30 m, etc. Un deuxième challenge que j'ai eu, c'est par rapport au back focus qui est sensible sur le C11 et l'autofocus. J'ai décidé de bloquer le miroir principal du C11 et de monter un focuseur externe motorisé. Maintenant, la plage de déplacement du focuseur externe me permet juste de compenser les variations de température en Espagne. Parce qu'en plein été, il fait facilement 30 degrés à minuit en pleine nuit. Et maintenant, en hiver, on arrive gentiment à 0 degré. Et ce que je fais, c'est quand je fais un autofocus, c'est une procédure que j'ai moi-même programmée, j'évalue le FWHM du profil spatial du spectre. Et je regarde qu'il soit le plus fin possible. Et quand j'arrive à un spectre fin, je mémorise dans une base la température et la position du focuseur, ce qui me donne le graphique de droite, qui me donne plus ou moins une droite linéaire en rapport de la température et la position. Et aujourd'hui, j'arrive à me baser sur cette droite pour faire une estimation de la position du focuseur,
ce qui m'évite de faire sur chaque cible un autofocus. Et ça marche. Donc attention, point de vue de l'autofocus, il faut que le back focus il fonctionne, il faut qu'il soit juste, le plus précis possible. Sinon, vous n'arriverez pas à corriger les erreurs du back focus avec un autofocus. Voilà, deux philosophies. La première philosophie en remote, c'est la philosophie supervisée. Donc, je suis derrière mon ordinateur, je supervise tout le fonctionnement, le pointage, les spectres, le choix de la cible. Ça permet d'avoir une grande flexibilité, réactivité. S'il y a quelque chose qui plante, je peux tout de suite intervenir. Une grande sécurité. Si je vois des nuages, ben, je peux parquer la monture, fermer le toit. Par contre, surtout en hiver, les limites, ben, c'est le temps. De passer une nuit blanche, ben, c'est pas tellement, j'ai pas forcément la possibilité avec mon temps de passer toute une nuit derrière les écrans à contrôler. C'est pour ça que d'après le cahier de charge et puis d'après mon désir de base, c'était un système non supervisé. C'est-à-dire que, ouais, ben, les écrans ils tournent, ils sont à côté, j'essaie de dormir, et puis je fais confiance au script que j'ai écrit, à l'autonomie que j'ai programmée, en espérant que tout fonctionne jusqu'au lendemain, ce qui me permet de dormir ou essayer. Et par contre, ça demande beaucoup, beaucoup d'exigences de la programmation, de l'automatisme ou de l'automatisation du système. Point de vue de l'architecture, je ne vais pas trop aller dans les détails, mais toute l'architecture de l'observatoire est gérée par des scripts Python que j'ai écrits. Vous voyez dans la partie supérieure en blanc, représentant les différents appareils qui sont interconnectés. Vous avez à gauche le toit, vous avez le CloudWatcher, par exemple, vous avez à droite la monture, c'est ciels. Et ce que j'ai écrit des interfaces en bleu pour communiquer avec ces appareils. Par exemple, le toit communique avec une interface série, le CloudWatcher par un fichier sur disque, ou par exemple la monture ou ciels par un WebSocket. Après avoir écrit ces différentes interfaces pour intercommuniquer avec ces appareils, j'ai créé une nouvelle couche, la couche jaune, qui est le premier point à gauche, Status and Logs, qui est une table d'état dans la base de données. C'est-à-dire à intervalles réguliers, toutes les 2 secondes, 2 à 5 secondes, je vais appeler par les interfaces l'état des appareils qui sont connectés. Est-ce que le toit est ouvert? Est-ce que le toit est fermé? Est-ce que la monture est parquée? Est-ce que l'UPS est sur batterie? Ou est-ce qu'il y a une coupure du réseau? Etc., etc. Donc j'ai toute une table avec les états de tous les appareils. Ensuite, au milieu, en jaune, j'ai les safety conditions. J'ai créé une table avec les états de sécurité. Typiquement, il y a une action à faire, déplacer la monture. Alors, est-ce que je peux déplacer la monture? Et à ce moment-là, le système va regarder dans différents états si les conditions sont données pour déplacer la monture. Donc, le toit doit être ouvert, la monture doit être alimentée avec de l'électricité, etc., etc. Et ensuite, à droite, j'ai ma commande. Bouge la monture vers Vega. Et à ce moment-là, les commandes vont directement sur les interfaces communiquer avec les appareils pour exécuter la commande. En violet, en rose, j'ai une couche, enfin un programme qui va tous les jours me lire les listes, typiquement la liste BES, j'y reviendrai après, pour tirer toutes les informations des cibles qui sont demandées à être observées. Et ça part dans ma base de données. Dans la partie inférieure, vous avez un scheduler. C'est tout simplement une table qui gère l'ouverture et la fermeture du toit,
d'après l'heure, d'après la météo. Et vous avez un séquenceur à droite. C'est tout le séquençage des cibles pour une nuit. J'y reviendrai un peu plus tard. Et dans la partie du milieu, j'ai créé un web service en REST API pour pouvoir communiquer avec la base pour créer des interfaces, typiquement un dashboard. Voilà en gros l'architecture de mon automatisation. Le dashboard Observatory Control Center, c'est une page web qui m'a beaucoup aidé pour débugger, mais qu'aujourd'hui j'utilise plus beaucoup, vu que le système fonctionne majeure partie du temps, où vous avez quasiment toutes les informations à disposition. Vous avez les températures des caméras, vous avez la météo, la webcam, l'All Sky Cam, vous avez en haut à droite les connexions Internet, les connexions VPN, un dashboard par rapport à l'état de l'observatoire. Ce que j'ai fait en tant que cheminot, maintenant ça fait 5 ans que je suis cheminot, je travaille souvent la nuit, j'ai créé une application mobile où j'arrive à avoir les mêmes informations à disposition, mais sur mon portable, dans ma gare, en train de bien contrôler que tout fonctionne comme je veux. Et je peux aussi intervenir euh, à tout temps en interrompant une séquence, en fermant un toit, etc., en parquant la monture, je peux tout à fait intervenir. Et là, je vois, par exemple, au milieu, dans la partie supérieure, je vois l'humidité 75%, mes bandes chauffantes chauffent à 26%, mon voltage est à 11,8 volts, donc ma caméra est refroidie à moins 5 degrés, le cooler, donc le refroidisseur, il a 23%, etc., etc. Et à droite, important aussi, est-ce que je tourne sur batterie ou bien est-ce que je tourne sur le secteur, etc. Donc ça me permet de suivre l'application, de suivre l'automatisation en fait. Voilà. L'étape suivante, les cibles. Vous connaissez très certainement cette liste. C'est la liste de référence sur le site arasbeam.free.fr où vous avez toute la liste des cibles BES qui sont listées. Et sur cette liste, un exemple tout simple, vous avez, prenons exemple de 10 Cassiopée, vous avez la recta sensio, l'ascension, la magnitude, et vous voyez que sur la base de données BES, il y a 63 spectres qui ont été enregistrés. Dans l'année, il y en a deux. Dans les 2 derniers mois, il y en a zéro. Et le dernier spectre disponible, c'est celui du 22 du 11 2024. Et cette étoile 10K, c'est censé être observée une fois par année, donc une fois tous les 365 jours. Et un autre exemple, par exemple V594 CAS, eh ben, 28 de la base, c'est en rouge parce que la dernière observation date du 7 septembre et elle est censée être observée une fois tous les 7 jours. Voilà. C'est en fait la base pour mon script de séquençage des cibles. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est que chaque jour, je vais tirer les informations, je vais les mettre dans ma base et je vois sur mon dashboard d'étoiles, sur la colonne, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais enfin, sur la colonne ici en rouge clair, les cibles, lesquelles devraient être observées rapidement, et en vert turquoise, les cibles qui sont encore dans le laps de temps observable. Dans la partie numérique à droite, vous avez par exemple la première ligne. Cette étoile-là, je l'ai observée 6 fois. Et la dernière observation date du 24 décembre 2024 et c'est en rouge. C'est-à-dire que le dernier spectre de la base de données de cette étoile, ben, c'est pas le mien. C'est-à-dire que quelqu'un a produit un nouveau spectre. Et en vert, vous voyez les spectres d'étoiles, enfin les étoiles sur lesquelles mon spectre est le dernier spectre de la base de données. Donc comme ça, je vois tout de suite sur quelle étoile je dois travailler. Et ça, c'est automatisé complètement. Voilà. Et maintenant, comment séquencer les étoiles? Vous voyez sur l'image de droite, euh, les étoiles baissent pendant une nuit. En tout, il y en a 1035.
comment les choisir, comment les sélectionner, comment les prioriser. Alors j'ai choisi, vu que je voulais faire ça automatique, je voulais pas faire le choix d'étoiles chaque nuit, j'ai commencé par paramétrer les cibles, les étoiles BE, en leur assignant un spectroscope. Est-ce que je veux des spectres haute résolution ou basse résolution? Le domaine spectral, les rayons alpha, hélium, etc. Le temps de pause, en général, c'est quasiment toutes les étoiles à 30 minutes total. Le niveau de priorité, j'ai assigné un niveau de priorité. Par défaut, c'est le niveau 2, mais je peux en définir un niveau de priorité 1 ou priorité 3. Et j'ai défini un flag pour les cibles à absolument observer. Et là, l'observation se fera en toute priorité. Et en fait, les cibles sont priorisées automatiquement à partir d'un score qui est calculé sur plusieurs paramètres. Et ces paramètres sont entre autres le paramètre, comme j'ai dit, priorité. C'est-à-dire qu'une étoile avec la priorité 1 aura un score, un chiffre, de 0,67. Une étoile avec priorité 2 aura 0,33 et une priorité 3 aura un score de 0. Plus le score est élevé, plus l'étoile aura une priorité. Point de vue de l'urgence. Le score de l'urgence reflète la nécessité d'observer une cible à un instant donné. Elle augmente, l'urgence, lorsque la cible n'a pas été observée depuis longtemps ou lorsque la fréquence d'observation est réduite. Un exemple, si je prends les étoiles que j'ai évoquées avant, prenons une période d'observation une fois tous les 7 jours, et la dernière observation date d'il y a 9 jours, donc il est temps de l'observer, elle aura un score de 0,61. Une étoile qui est censée être observée tous les jours, et la dernière observation d'il y a 10 jours, évidemment, elle aura un score maximum de 1. Et ainsi de suite, les étoiles sont triées d'après leur urgence d'observation. Un dernier paramètre, point de vue de l'altitude. Plus l'étoile est élevée dans le ciel, plus il sera important de l'observer. Donc je calcule l'altitude de l'étoile par rapport à son altitude maximum et ensuite je lui assigne un score. Un exemple, une étoile actuellement à 49 degrés au-dessus de l'horizon qui a un apogée maximum au méridien à 82 degrés, ça me fait un ratio de 0,59 qui me fait un score de 0,40. Parce que je peux me permettre d'attendre que cette étoile monte au cours de la nuit. Ou par exemple une étoile qui a 34, environ 34 degrés et son altitude maximum de 34 degrés, eh ben, elle est tout près du méridien. Cette étoile, je vais l'observer tout de suite. Vu que pour les autres, je peux me permettre d'attendre. Donc, je calcule un score final dont priorité, je la considère avec un score de 0,5, l'urgence 0, je pondère avec 0,3, l'altitude 0,1 et la lune 0,1. Donc ce qui influence le score final, c'est l'urgence et l'altitude. Et ce calcul, je le fais pour une observation tout de suite et je calcule le score dans 45 minutes. Et je regarde l'évolution des scores. Et si le score d'une étoile augmente, eh bien à ce moment-là, je ne vais pas la faire. Je vais attendre. Et je vais regarder une étoile, je vais prioriser une étoile dont le score n'augmente plus beaucoup, est quasiment stable. Et c'est cette étoile-là que je vais prendre en priorité. Donc, le séquençage des étoiles BE, du programme BE, est complètement automatique. Ben voilà, bonne nuit. Voilà. C'est le temps d'aller, ouais, c'est le temps d'y croire, et puis d'aller au lit, et de croiser les doigts, puis d'espérer que tout fonctionne. Et puis, ce qui est important, c'est le lendemain matin. Le lendemain matin, ce qui est important, c'est de savoir mais, le bilan. Comment s'est passée la nuit? Et ce que j'ai fait, c'est que j'enregistre les All Skycam. J'ai créé un modèle dessus, où je vois, par exemple, sur l'image de gauche, mon étoile modélisée
sur l'image de fond où on voit les chiffres à côté qui représentent les expositions. Et je vois qu'à l'exposition numéro 3, ben, j'ai un passage de nuage. Donc là, je pourrais peut-être aller regarder le spectre un petit peu plus précisément, voir si est-ce que je dois l'exclure du traitement ou est-ce que le passage du nuage était assez rapide pour ne pas l'influencer. Et on voit sur la droite que ben il faisait grand beau, il n'y avait pas de nuages, donc là il n'y a aucun danger, aucun risque. Un autre bilan que je fais aussi, c'est que je considère les conditions environnementales, le vent, la température, les nuages. Et je vois par colonne verticale, par exposition, on voit très bien ici qu'au début de la nuit, au début des expositions, pardon, il y avait du vent, donc à voir avec l'autoguidage si ça a une influence sur l'autoguidage. L'autoguidage classique, une représentation du log de CCD ciel pour voir assez rapidement si si j'ai eu des problèmes d'autoguidage pendant la nuit ou pendant l'observation par cible en fait. Un autre bilan très important, c'est la distribution spatiale du signal. J'ai créé un script Python qui va m'analyser le profil spatial du spectre. C'est-à-dire que vous voyez sur l'image en bas, il va me mesurer le profil du spectre. Et on voit très bien ici la ligne bleue, la courbe bleue qui est complètement difforme et ce n'est pas du tout symétrique. Et c'est typiquement un problème de focalisation du télescope. Donc là, je vois assez rapidement si cette étoile, il faut que je la refasse ou où est le problème. Par exemple, dans la représentation du centre, vous voyez que la courbe bleue, elle est bien symétrique, mais elle est évasée par rapport aux lignes rouges verticales qui sont le FWHM optimum pour mon équipement. Si on regarde l'image de droite, on voit très bien que le profil épouse les deux lignes verticales. Autrement dit, je suis quasiment euh, parfait avec la focalisation du télescope. Donc là, j'arrive à avoir un aperçu sur la qualité de l'autofocus. Concernant les résultats, j'ai participé depuis une année maintenant à la campagne BESS en produisant 135 spectres sur 83 étoiles. Et on voit très bien à droite, bah, ça bouge, c'est intéressant à voir. C'est intéressant d'utiliser par exemple Visual Spec pour se comparer à d'autres collègues, à d'autres amateurs, pour voir un petit peu l'évolution de ces spectres. C'est, c'est super sympa à faire. J'ai participé aussi à la campagne d'observation de VVCFA de Manfred Schwarz et Ernst Pollmann en produisant 64 spectres. Et on voit les premiers résultats où tous les points noirs sont des observations d'amateurs qui ont participé à la campagne et les points rouges sont les miens. Donc ça fait plaisir de voir, ben, je suis un peu en plein milieu. Donc ça fait plaisir de se comparer aux collègues, aux copains et puis d'apprendre des expériences des autres. Une autre campagne qui est finalement ma première il y a 3 ans, ma première expérience avec un Alpi 600 en observant SS 433. Et là, on voit vraiment la force d'un observatoire à distance, en remote, c'est qu'il est possible de faire des spectres sur plusieurs nuits et de voir l'évolution d'un phénomène sur plusieurs nuits. Chaque ligne horizontale représente un spectre et vous voyez euh, rapidement les points rouges qui représentent en fait les jets de l'étoile du compagnon, qui est très certainement un trou noir. Donc le déplacement vers le rouge et le déplacement vers le bas des jets respectifs du SS 433. C'est super ludique à faire. Il y a plein de papiers disponibles sur Internet. Quand j'ai vu ça, ben, je me suis dit, ben, c'est ça que je vais faire, quoi. C'est ça qui m'a bien motivé à continuer dans la spectroscopie. Un autre projet aussi sympa,
tout par hasard SS Cygni que j'ai observé sur plusieurs nuits. Et bon, ben voilà, la première nuit avec mes pics d'émission en basse résolution. Vous voyez la raie d'hélium, la raie d'H-alpha. Et tout d'un coup, un soir, une nuit, les pics en émission sont complètement effacés. Je me suis dit, mais j'ai sûrement fait une erreur de traitement d'image. Et puis, tout d'un coup, plus tard, eh ben, les pics en émission, elles sont revenus. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis après, je me suis dit, je vais profiter des collègues qui font de la photométrie et j'ai ploté la photométrie des collègues du site AAVSO en même temps, en parallèle à mes résultats. Et on voit très bien que pendant ce phénomène-là, eh ben, la magnitude de l'étoile a bien augmenté quasiment de 4 magnitudes, 3 magnitudes. Donc il y a une corrélation entre la luminosité de l'étoile et le phénomène que j'ai observé. Et je trouve ça super intéressant de faire ça ensemble avec les collègues. Ensuite, la dernière étude que j'ai faite, c'est Play One, le périastre de fin octobre 2025, où là, je me suis concentré sur l'étoile Play One 28 de Taurus, qui est ici, et j'ai superposé tous mes spectres, une trentaine de spectres, et on voit très bien que le continuum est bien précis et que tout s'est joué ici au centre sur les deux pics en émission de Play One. Et voilà. Et une fois représenté ça de cette façon-là, on voit très bien au cours du temps que les pics, que les raies en émission sont plus ou moins stables. Et à un moment donné, fin octobre, le système s'est complètement a changé de forme, la morphologie a complètement changé. Et tout d'un coup, le pic de droite a augmenté en amplitude fortement pour revenir plus ou moins stable le 14 décembre. Et ce phénomène est dû à ce qu'une étoile s'est approchée, enfin, en orbite autour de Play One, proche de l'étoile BE, a eu une influence gravitationnelle sur le disque qui tourne autour de l'étoile BE. Et c'est super intéressant, en allant un petit peu plus loin, de comprendre les phénomènes. Je prends un exemple. Si on regarde la central absorption, c'est-à-dire que la vraie d'absorption entre les deux pics, elle, elle change au cours du temps, au cours de ces 2 mois. Et c'est rien d'autre que c'est l'opacité du disque qui a changé. Ou par exemple, la séparation des deux pics, des deux raies en émission, elle change au cours du temps. Au niveau du périastre, on voit très bien que le pic rouge, il va plus contre la raie H-alpha. On voit un petit décalage ici. Et ce décalage-là, ou ce changement-là, est dû à la domination du côté, comment dire, de l'extérieur du disque, de la vitesse de rotation de l'extérieur du disque. Et si on regarde le, le disque en lui-même, la courbe globale, elle est quasiment stable sur tout le phénomène. C'est-à-dire que le centre du disque autour de l'étoile, lui, n'a pas été influencé par le passage de l'étoile compagnon. Et de comprendre ces phénomènes en lisant des papiers scientifiques, moi, je trouve ça super, super motivant. Je continue. 2 livres, 2 bibles, vraiment 2 livres super, qui m'ont beaucoup aidé. C'est le guide pratique pour bien débuter en spectroscopie astronomique de François Cochard, avec plein d'idées, plein c'est très bien écrit, ça m'a bien aidé à comprendre la spectroscopie. Et l'autre, un peu le guide du routard, 10 expériences de spectroscopie astronomique, un bouquin génial d'Olivier Garde, avec plein d'expériences ludiques, très bien écrits,
avec plein d'exemples, avec du code Python. C'est vraiment le bouquin à avoir aussi dans sa bibliothèque. Euh, vraiment, vraiment deux bouquins que je conseille vivement. Perspective, mon rêve, c'est de créer un site pour le partage des spectres. C'est-à-dire qu'on puisse, typiquement, l'observation de Play One, ça aurait été super sympa de pouvoir faire ça en groupe, de pouvoir regrouper les spectres des autres, de pouvoir apprendre ensemble, de pouvoir progresser ensemble. Et c'est un peu mon rêve, de pouvoir partager aussi les scripts que j'ai écrits pour visualiser les spectres. Mais évidemment, sans prétention académique. Hein. Partager l'expérience est aussi important que produire des données. Les limites et les points de vigilance. Aujourd'hui, j'ai toujours moi qui décide go ou no go pour le démarrage. Le système n'est pas capable d'anticiper la météo sur la nuit. Et le système est complexe, c'est lourd, mais ça fonctionne. Il y a pas mal de maintenance aussi point de vue du code. Je suis toujours en train de l'améliorer, je suis toujours en train de le pousser. Euh, mais c'est, voilà. Donc l'automatisation réduit la charge opérationnelle parce que je peux aller me coucher, mais augmente les exigences et la complexité. Le retour d'expérience avec le recul, si je devais leur recommencer l'histoire, je me concentrerais sur un seul télescope. Trois télescopes, j'avais un peu les yeux plus grands que le ventre. Mais bon, simplifier certains flux logiciels. J'ai un peu créé des usines à gaz. Tester systématiquement en conditions dégradées, je ne peux pas tester tous les cas. Donc, il y a certains cas, ben, j'ai programmé, mais je n'ai pas pu les tester parce qu'ils n'ont pas encore eu lieu. Et aujourd'hui, le goulot d'étranglement, c'est vraiment le traitement des résultats. C'est là, c'est sur ce thème-là que je travaille actuellement. Donc, le remote non supervisé se construit vraiment par itération, étape après étape. Se contenter d'une situation et aller pas à pas, c'est impossible. Je n'y arrive pas de créer ça sur papier dès le départ. C'est trop complexe. À qui s'adresse ce type de remote? Ben, c'est vraiment pour des personnes qui ont envie, il y a des projets scientifiques à long terme, des observations régulières, répétables, et qui ont un intérêt pour l'automatisation et la programmation, parce qu'il y a beaucoup de code derrière, et puis d'accepter ben, la complexité et la maintenance en continu. Pourquoi? Parce que ben, le remote non supervisé n'a pas encore une solution clé en main, malheureusement. Conclusion, après tout cela, ben, qu'est-ce que j'ai appris? Ben, c'est qu'automatiser, c'est pas déléguer à un ordinateur, c'est d'anticiper au maximum tous les cas possibles et imaginables pour que le système puisse fonctionner et reprendre la main s'il y a des problèmes. Alors voilà, merci pour votre attention. C'est que du bonheur. Super, vraiment merci Patrick pour cet exposé très complet. Là, franchement, chapeau parce que euh, Merci, Patrick. je sais ce que c'est et c'est un énorme boulot que tu as fait là. Et sur certains points, tu es allé vraiment même plus loin que ce qu'on a à nous avec notre setup tout spot au Chili, où certes on a robotisé, mais on n'est pas allé aussi loin que toi dans la manière de choisir les cibles. Par exemple, là, tu as fait vraiment un travail remarquable. Bah écoutez, on peut peut-être passer aux questions que vous pourrez y avoir. Alors, vous pouvez les poser directement à Patrick en live, ou alors, si vous préférez, vous pouvez aussi les poser sur le chat. Et Patrick, je pense qu'il répondra avec plaisir. Alors, si je peux poser une question, je profite de mon pouvoir pour prendre la parole. Donc, bah, pareil, merci, bravo, super intéressant. Et de nouveau, tu nous as fait une présentation super claire, là, super limpide. Ça donne vraiment envie. Moi, j'ai une question quand je vois le boulot que tu fais euh, sur enfin, l'automatisation des résultats. C'est finalement le lendemain matin. Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, tu as beaucoup de retours d'informations avec les logs, avec les cartes, les nuages, avec les relevés d'intensité, etc.
qu'est-ce que tu exploites et est-ce qu'il y a une étape de validation humaine, manuelle, avant d'envoyer tes fichiers dans BES, dans la VSO, dans BAS, etc. Il se passe quoi le lendemain matin, en fait? Tout concrètement, le lendemain matin, j'ai 15 dossiers de 15 cibles la nuit Ouais. avec l'évaluation respective, point de vue météo, point de vue nuage, point de vue focalisation du télescope. Et là, il y a un travail manuel encore d'aller contrôler si tout a bien fonctionné pendant la nuit. J'ai un rapport final qui est créé. J'ai défini des limites, typiquement pour la défocalisation du spectre spatial. Si ça dépasse 15 pixels, à ce moment-là, j'ai une alerte pour me dire sur cette cible, sur cette exposition, il y a un problème. Et ça me donne un rapport, si on veut, sur mes 15 cibles de la nuit. Le traitement après, c'est-à-dire la prise en compte des expositions et le traitement, celui-là, il est encore fait manuellement. Ah oui, Donc, je, d'accord, ok. donc Oui, d'accord. le résultat de la nuit n'est pas un résultat que je peux envoyer sur BES. Il y a encore le goulot d'étranglement sur lequel je D'accord. travaille maintenant, c'est l'automatisation du traitement de l'image, du traitement des images. Donc ça veut dire que c'est sur la base de tes rapports, tu vas décider finalement si tu traites les données ou pas, quoi. Voilà. Si je valide les données Ouais. et si je lance mes scripts de traitement pour créer mes spectres, quoi, finalement. Et du coup, quand il y a une belle nuit où ça a marché toute la nuit pendant longtemps, que tu récupères tes 15 dossiers, tu passes combien de temps le lendemain matin dans cette Alors, opération? alors dans la majeure partie des cas, je valide tout Ouais. et là, j'envoie tout dans la moulinette, dans le moteur, qui va me traiter les spectres. Et ensuite, j'obtiens, avec SpecInT, auto-automatisé, mais le pas est encore manuel. La validation, si on veut, est encore manuelle. Et s'il y a des problèmes, à ce moment-là, il faut que j'aille plus dans le détail, aller exclure un spectre ou une image, par exemple, s'il y a eu la monture qui a bougé à cause du vent, etc. Mais j'y passe souvent des heures, quoi. Ouais, pour moi, il y a une clé importante là, c'est si tu passes 10 heures, bah, c'est compliqué en fait. C'est difficile de le faire tous les jours. Alors, il fait pas forcément beau tous les jours, mais donc, si tu as 260. Et Bon, surtout ok, pendant l'hiver. d'accord. L'hiver, les nuits sont trop longues, il y a trop de cibles, Ouais, c'est il y a ça. trop de... Ouais, mais c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, je vais aller alors dans le chat là. Quelle évaluation possible quant à la qualité des données? Je pense que t'en as parlé déjà pas mal. Mais ouais, c'est ça. Est-ce que cette évaluation peut être automatisée et comment? Bah, ça rejoint ce truc. Faut pousser de plus en plus l'automatisation de Exact, façon à réduire au maximum ton temps d'exploitation derrière. exact, Alors après, je dirais que nous, on a le même problème, c'est-à-dire que nous, au Chili, on produit à peu près pareil que Patrick, une dizaine de spectres par nuit, sauf qu'à la fin, ils sont automatiquement traités, donc même les mauvais spectres, parce que des fois, ça arrive que on a un spectre qui est pas bon parce qu'il peut y avoir un nuage qui est passé ou qu'il y a eu beaucoup de vent qui fait que la monture elle a bougé, que l'autoguidage est un peu dans les choux. Et après, ben oui, là, je reviens aux mêmes choses que Patrick, c'est que le traitement, enfin je veux dire le contrôle final, il est fait par un humain, hein, il n'est pas fait par une machine. Et donc bah oui, on y passe un peu de temps quand même à contrôler les spectres. Alors moi ce que je fais exactement la même chose que se fait un validateur de base, c'est-à-dire je prends mon spectre, je le mets dans SpecInT, je contrôle la valeur de mon spectre, ben, je me concentre sur la RH alpha, je regarde par rapport au terrain tellurique en éclairant sur la petite icône BES de Visual Spec qui va me télécharger automatiquement les deux derniers specs qui ont été mis dans BES, ça me les affiche en me les comparant et je vois tout de suite si je suis dans les choux ou pas par rapport au spectre qui est produit. Mais effectivement, ça reste une étape manuelle comme le disait Patrick et oui, on peut y passer du temps. Alors moi, je regroupe ça semaine par semaine parce que ça fait moins de boulot de les faire en batch avec une centaine de specs plutôt que de le faire à chaque fois pour une dizaine de specs, quoi.
Mais effectivement, ça serait quelque chose à mettre en place. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Enfin, je sais pas si toi, Patrick, tu as déjà essayé d'envisager la chose, de voir comment effectuer ce contrôle en fait par un script. Là, je sais pas comment ça peut se faire réellement. Le souci que j'ai en essayant de trop automatiser cette étape, c'est que je ne vois pas les erreurs. C'est que je n'arrive pas à avoir l'œil de me dire, ah, mais attends, ça c'est une erreur. Ça c'est pas propre. Et c'est pour ça que j'ai cette étape manuelle que je fais encore dans SpecInti, de regarder mon spectre. Est-ce que mon spectre il a une bonne bouille ou est-ce qu'il est complètement tordu? Est-ce que voilà. Et le pipeline suivant, celui-là, il est bien streamé, il est bien créé en coupant le spectre, en déplaçant pour aligner les raies telluriques, en éliminant les raies telluriques, etc., pour produire les spectres comme avec Play One, où on a une erreur au niveau du continuum de 1 à 2%, quoi. C'est super précis. Si le pipeline est toujours utilisé la même chose, si les specs sont toujours traités la même chose, ça aide beaucoup à, mais bon, il y a toujours une étape manuelle, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que la reproductibilité des données, telle que l'explique, c'est-à-dire que si on a toujours le même script avec toujours le même protocole pour traiter les données, bah là, c'est sûr qu'on a un certain nombre de données qui sont parfaitement reproductibles d'un spectre à l'autre, et c'est ça qui est effectivement intéressant à mettre en place, quoi. Voilà. Alors je vois, il y a Christian, mais Christian, t'aurais pu prendre la parole. Il y a Christian qui pose une question sur le chat sur quel est le vrai responsable des flexions différentielles, télescope, fixation, ou quelle précision finale du modèle de pointage en minutes et les étoiles doubles, est-ce un problème? Ah, voilà, il y a plusieurs questions dans la question, mais C'est une très bonne question. Euh, pour être honnête, la lunette de guidage, de pointage, pardon, je l'ai installée il y a 3 mois, donc c'est assez nouveau. J'ai pas encore réussi à bien comprendre la source de la flexion à ce niveau-là. C'est peut-être la tâche sur le télescope, c'est peut-être le. Si j'ai bien compris, le problème, il est vraiment entre le télescope lui-même et la lunette. Vu que là, il y a une différence qui se crée, tout dépend de la position du télescope dans le ciel. Et par contre, ce que je sais, c'est que je dois être super précis. Parce que typiquement avec Play One, il y a deux étoiles qui sont proches l'une de l'autre et j'ai de temps en temps chopé la mauvaise. Donc il faut vraiment mettre Play One le plus précisément possible au centre. Et j'ai un Oui. autre script que j'ai créé, dont j'en ai déjà parlé dans une autre présentation, c'est que comme je sais de quel côté de l'horizon, de l'hémisphère je regarde, si je regarde si l'objet, la cible est à l'est ou à l'ouest, je sais si j'ai deux étoiles dans l'image, je sais si je dois regarder celle du haut ou celle du bas. Donc, si j'arrive à voir les deux étoiles dans le champ, à ce moment-là, c'est bon. Parce qu'après, je me concentre, si je regarde à l'ouest, ou à l'est, pardon, je sais que je dois prendre l'étoile du haut. À ce moment-là, je calcule la différence et puis je fais un delta de déplacement de la monture pour remettre l'étoile du haut dans la fente. Et si je regarde à l'ouest, je sais que c'est l'inverse et je dois regarder l'étoile du bas. Enfin, j'aimerais bien comprendre pourquoi j'ai ces flexions. J'aimerais bien pouvoir les éliminer. Il faut que je Oui, regarde, oui. quoi. Mais elles sont là, quoi. Ouais, je Alors, comprends. Est-ce si que je- c'est pas un Pardon, problème vas-y, lié vas-y. Pardon, excuse-moi. Est-ce que c'est pas un problème lié au miroir du télescope peut-être ou est-ce que tu as vraiment enlevé cette source-là de difficulté en fait? C'est une très très bonne question. Ça peut être plein de choses. Ça peut être la flexion aussi du, de l'iris sur la monture, sur Oui, oui. le Clair. focuseur. Il y Mm. a plein de facteurs de flexion en fait. Mais Ouais. voilà. C'est mais dans ton cas, tu dis que tu as un C11 et tu dis que tu as bloqué le miroir primaire parce que des fois Oui, sur les Schmidt-Cassegrain, c'est un peu souvent ça, c'est que souvent la position, enfin moi je sais que sur un C14 que j'ai, eh ben quand tu passes d'un méridien à l'autre, c'est tout juste si t'entends pas le miroir qui bouge pendant que tu changes de méridien. ouais. Toi, t'as vraiment bloqué Bloqué. le miroir primaire alors. Oui, exactement à cause de ça. J'ai bloqué. À mon avis, ce sont des flexions aussi du poids du lirès Mm. sur mon focuseur sur le C11. Je suis assez d'accord avec ça. C'est une sensibilité
c'est assez lourd quand même. Ouais. Et c'est assez facile d'avoir. Je t'avais posé une question sur la précision. C'est vrai, le champ, bon. Et en fait, enfin, d'abord, merci pour la présentation, c'est génial. Et puis, d'autre part, tu as manifestement une intelligence sur l'analyse de l'image. Par exemple, quand tu as une étoile double, par exemple, ce que tu es en train de dire, tu es donc capable d'analyser l'image, en fait. Et avec quoi tu analyses l'image, en fait? Tu as fait un code particulier pour analyser l'image de la caméra de guidage, en l'occurrence, ou enfin, quelle est ton C'est-à-dire approche que ce que je fais, c'est que si j'ai deux étoiles, j'analyse l'image par un d'analyse script d'image? Python, j'analyse les deux centroïdes, donc c'est propre. Cette configuration elle est propre à Play One, par exemple. Donc j'analyse les deux centroïdes, j'analyse la distance, je connais l'échelle de plaque de ma caméra de guide et je sais quel centroïde je veux avoir à quel XY. Et à ce moment-là, je fais le déplacement de la monture. Ok, d'accord. Sans faire de reconnaissance de champ, vu que je ne peux pas faire de Ouais, reconnaissance de champ. absolument, c'est un programme classique, hein, effectivement, tu as Ouais. raison. Et tu arrives à une précision de l'ordre de quelques minutes d'arc, tu as une estimation à peu près de ta performance actuelle, en fait, hein. Avec mon modèle que j'ai créé, que j'ai présenté, j'arrive environ à 2 minutes Ah, ouais. d'erreur, plus ou Ah, moins. c'est très Donc, bon. ce qui est intéressant, c'est que les flexions sont reproductibles Ouais, et c'est stable, c'est plus ou moins stable. Donc ça, c'est pas mal. ouais, absolument. Si je pouvais me permettre, j'ai une autre Bien sûr, question. bien sûr. T'as mis t'as mis un gros critère sur la qualité des spectres, sur la finesse de la trace, en fait. Oui. D'accord? C'est un bon critère, je pense, mais est-il suffisant, en fait? C'est-à-dire que tu as effectivement une netteté, mais est-ce que les raies sont nettes elles-mêmes, en fait? C'est-à-dire que si tu as un problème d'astigmatisme ou je ne sais pas quoi, en fait, hein, tu peux avoir un défaut là. Est-ce que tu as ton expérience avec le LIRES, à l'occurrence ici, te permet de dire oui, c'est vraiment le bon critère de la finesse, ou est-ce que tu as pu avoir des accidents par ailleurs? Oui. C'est souvent un problème qu'on rencontre beaucoup quand on débute, en fait, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des spectres très fins. Mais malheureusement, on n'a pas, il y a un défaut de réglage entre la caméra de guidage et la caméra science. Et Oui. souvent, c'est un problème. J'ai l'impression que tu as très bien réglé, hein, parce que j'ai vu tes données, elles sont parfaites. Mais voilà, Ouais. c'est- Le- il la- faut la- montrer la- le coup, hein. ce que je n'ai pas montré dans ma présentation, c'est que l'analyse de de la, du profil spatial du spectre, je fais la même chose sur les raies de calibration Ah, d'accord. Ok. pour ajuster la lentille de calibration, de D'ac- collimation, pardon. D'accord. Donc, tu bouges en temps réel, tu bouges ce truc-là aussi. Oui, ça aussi. Donc, je fais les deux. En D'accord. commençant, comme tu nous as instruit, les Mhm. choses, une chose après l'autre, bien Ok. comme il faut, et pas ouais. Mais c'est intéressant de voir aussi qu'une fois on a confiance en soi, on se dit, bon, ben, ça fonctionne, on y va, plein gaz, on fait des spectres, puis après on se dit, ah, mais zut, c'est pas propre, il y a ça qui joue pas, il y a les spectres qui sont pas propres, il y a trop de bruit, et c'est après qu'on réalise, ah, mais attends, il faudrait peut-être que je recalibre la lentille de collimation du LIRES parce qu'il y a effectivement des changements de température. Et ouais, moi, je me fais plaisir, quoi, j'apprends, quoi. C'est ça qui est beau. Inspiré par vous, la communauté, quoi, sérieusement. J'ai envie de faire deux petits commentaires là, sur cette histoire de pointage et de qualité de pointage. La première, c'est qu'on a fait un atelier Zoom il y a quelques semaines sur ce sujet particulièrement de comment mettre l'étoile dans la forme. Donc les gens qui s'intéressent, ils peuvent aller revoir le replay. Et puis d'autre part, là, c'est un peu de la pub chez Liac, mais sachez qu'on est en train de bosser sur une optique de guidage. Alors pour l'instant sur les bonnettes, donc plus pour les spectro-échelles, mais j'espère bien qu'on pourra par la suite le décliner avec une optique de guidage qui est beaucoup plus ambitieuse que ce qu'on a aujourd'hui, justement pour être capable d'avoir plus de champs et une qualité d'image dans tout le champ, de façon à pouvoir faire du plate solving dans l'image de guidage. Et pour moi, c'est vraiment la solution de dire il faut qu'on s'affranchisse petit à petit de ces problèmes de flexion différentielle entre différents instruments. Bon, enfin, ça va pas être, ça va pas se faire un claquement de doigts, mais disons que là où il y a 15 ans en arrière, on disait, bah, l'image de guidage, pas compliqué, on travaille sur l'axe, la seule chose importante, c'est l'étoile au milieu, et puis on guide à la main, et puis même si on voit qu'une étoile, c'est pas gênant.
aujourd'hui, on se rend compte qu'on a besoin d'avoir une optique beaucoup plus aboutie. Je reprends aussi dans les questions précédentes. Il y en a peut-être d'autres pour la suite, évidemment. Est-il enfin, c'est Pierre Toubol qui a dit est-il imaginable d'agir à plusieurs? Moi, c'est vraiment un sujet qui me fait envie. Je sais, Patrick, on en a parlé régulièrement. C'est qu'on arrive à développer quelque chose de communautaire et tous ensemble, aussi bien sur le code que sur les programmes d'observation, etc. Et j'ai vraiment, enfin, je pense que le boulot que tu fais ou le boulot que fait tout Spot de son côté, vous êtes vraiment pionnier vous faites la démonstration de la faisabilité, mais après, qu'est-ce que ce serait génial qu'on ait des outils collectifs partagés, qu'on mutualise nos efforts de développement, etc. Et moi, enfin, j'ai rien de plus à dire pour le moment et je trépigne, mais j'espère bien qu'un jour, on va pouvoir avancer très fort dans cette direction-là. Après, là, pour rebondir à ce que tu dis, François, le problème vient que au robotiser des installations aussi diverses, par exemple, si tu compares celle de Patrick et celle de TwoSpot, c'est deux setups qui sont totalement différents, et donc les scripts qui seront mis en œuvre seront aussi totalement différents. Donc, d'arriver, enfin, ça serait bien que ça se fasse, mais d'arriver à faire une solution, on va dire, universelle, qui soit adaptable à tous les setups possibles et imaginables, à mon avis, ça risque d'être très compliqué. Mais Alors, bon, après, enfin, voilà, vaste débat, on peut tenir quelques heures sur le sujet, mais évidemment, il y a des spécificités, et évidemment, dans ce qu'on fait, il faut laisser la place à la spécification pour tel ou tel setup particulier. Mais par contre, il y a aussi partout des points communs. Il y a un point commun qu'il faut gérer l'observatoire, il y en a un qui est pointer le télescope vers la bonne cible, il y en a un qui est c'est quoi la prochaine cible que j'observe, etc. Et c'est là où il y a il y a des choses, enfin, il y a vraiment des choses à partager et, Et et à mutualiser, en fait. peut-être un point aussi euh, qui est fantastique quand même, c'est que un remote, ça peut être un remote dans le jardin avec un simple câble à travers l'appartement. C'est aussi un remote finalement. C'est pas forcément besoin d'avoir un remote à 2000 kilomètres comme moi, avec toute la complexité qu'il y a derrière. Absolument. Mais finalement, à la fin, ce qui serait fabuleux, c'est d'avoir une application, d'avoir un site, d'avoir une plateforme où chacun puisse contribuer, même soit avec un spectre, simplement pour dire, hey, voilà ma contribution. Et de pouvoir ensemble, tous ensemble, pouvoir analyser ces spectres, pouvoir comprendre finalement qu'est-ce qu'on voit. On voit une courbe, mais ça représente quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et aujourd'hui, il y a des outils qui sont absolument dingues pour pouvoir nous aider à comprendre certaines choses, à comprendre que ce soit que ce soit la communauté, nous, tous ensemble, que ce soit des camps comme l'OHP, que ce soit des informations sur Internet, que ce soit ChatGPT, que ce soit... Il y a tellement de choses qui peuvent nous aider à comprendre finalement, sans avoir un diplôme d'astrophysicien. C'est simplement la communauté de se mettre ensemble, de travailler à un projet, à une étoile. Ce serait quand même fabuleux, quoi. C'est un peu mon rêve. eh ben, écoute, là, on peut Dimitri, presque c'est... les. Voilà, je te laisse Oui, parler, vraiment, Christian. Allez, désolé. vas-y, non, mais vas-y, Christian, parce que tu penses la même chose que moi, donc Oui, oui, vas-y. bien sûr. En fait, on est un peu encadré là. Mais oui, c'est un peu l'esprit de Staros, dans le sens où effectivement, on a essayé de faire une base de données, des campagnes en fait, malheureusement en nombre trop limité, mais des petits problèmes de serveurs, parce que ça demande quand même travail de maintenance et de volume. Mais l'effort qui a été fait là-dessus, pour ceux qui savent peut-être pas, c'est effectivement une base où on a accès, on peut verser son spectre de manière automatique, très simplement, et on est libre de le faire. Il y a des valideurs, mais surtout, on voit les courbes qui s'affichent et on voit effectivement de l'analyse même un petit peu en temps réel, des zooms sur les images et surtout, ce que tu as dit, qui est très important, Patrick, c'est la capacité de comparer, quoi. C'est-à-dire de mettre en regard des données
pour se dire, ben, est-ce que c'est bien par rapport à ce qu'ont fait les autres? Est-ce que j'ai pas vu quelque chose de particulier? Et donc là, il y a une vraie excitation parce qu'on sait qu'en spectro, ça bouge parfois très très vite. Et donc, bah, en fait, ce que tu demandes, ça existe déjà, en fait. Alors, peut-être qu'il faut le travailler encore un petit peu, mais tu t'en es conscient peut-être. Enfin, je sais pas si, mais voilà, c'est vachement, faut dire que ça existe. Enfin, Olivier, si tu veux rajouter quelque chose. Ah bah alors justement, pour compléter ce que dit Christian, c'est que nous, avec Staros, on a mis en place un certain nombre de bases de données et comme tu as pu le voir, on a fait un certain nombre de campagnes. Il y avait la campagne sur SS 433 dont tu as parlé dans ta présentation, le micro-quasar, mais on a fait aussi une campagne sur AG Dragonis, sur Deneb, sur Dislac et à la limite, puisque tu avais proposé Play One, eh ben rien n'empêche de créer une campagne Play One et à la limite, puisque tu es motivé, eh ben tu serais l'animateur de cette campagne, par exemple. C'est exactement ça qu'on a voulu. Donc, tu vois, enfin, si tu es motivé, il n'y a pas d'obligation. Mais vu que tu as lancé le truc et pendant ta présentation, tout de suite, moi, j'ai fait tilt, je me dis, ah bah tiens, oh, Patrick, il serait la bonne personne pour pouvoir animer ce point-là. Alors, j'allais dire animer, ça veut pas dire Non, non. forcément tout faire, mais ça veut dire que t'es un peu le PI de ce projet, quoi, on va dire. Ouais, ouais. Si ça te dit, bien sûr, hein, il n'y a pas Mais d'obligation. Hein. c'est tellement fascinant ce qui se passe là-haut. Et de se mettre ensemble, de comparer ces spectres, de comprendre ensemble, c'est une telle force. On peut tellement apprendre de l'un de l'autre, de nos expériences respectives, ouais, il y a plein de choses à faire, quoi. C'est vraiment superbe. Alors, il y a un truc aussi que je voulais faire, c'est puisqu'on est déjà une quarantaine en ligne, est-ce que vous pouvez répondre, ceux qui sont en ligne, par le chat en disant est-ce que c'est le genre de campagne qui vous intéresserait de participer ou au contraire ça vous intéresse pas. Enfin voilà, d'exprimer par le chat votre sentiment sur cette éventuelle campagne qu'on pourrait lancer sur d'autres cibles. Alors Patrick a dit Play One, mais ça pourrait être une autre étoile, ça pourrait être la Nova du moment, ça pourrait être n'importe quelle voilà. Donc, on attend vos réactions sur le chat pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Mais effectivement, enfin nous, c'est notre but aussi. Hein. Enfin là, je prends ma casquette pas Chiliac, mais ma casquette Staros. Le but justement des campagnes qu'on a lancées jusqu'à présent, c'est justement de faire en sorte qu'il y a un maximum de personnes, que ça crée aussi une sorte d'émulsion à travers tous les amateurs pour qu'ils les inciter à déposer des spectres et puis à faire en sorte que voilà, de les comparer entre eux, de faire une sorte d'un petit peu de comparaison ou de compétition entre les uns, d'observer, et puis surtout le volume des specs qui seront produits qui fera que la campagne parce que si on est, allez, je vais dire, si on est une centaine d'amateurs à produire un spectre par nuit, par exemple sur Play One, ah bah alors là, on va avoir une super base de données avec des informations incroyables, quoi. Exact. Je voudrais profiter pendant que vous répondez dans le chat, là je vois qu'il y a déjà pas mal de réponses. Est-ce qu'on peut donner la parole à Pierre Toubol là, qui a réagi plusieurs fois, et en particulier sur le fait de dire, est-ce que je pensais plutôt à bosser à plusieurs sur le traitement? Est-ce que Pierre, là, si vous êtes dans le coin, vous pouvez Oui, prendre le bonjour. Oui, micro et puis nous bonsoir. dire. Oui, oui, vous m'entendez, je pense. Ouais. D'abord, félicitations. C'est très, très motivant le travail qui nous a été présenté et c'est vraiment très agréable. Mon enthousiasme est aussi double parce que effectivement, chez nous à Montpellier, on essaye de faire des choses de ce genre. On essaye, je dis bien on essaye. Mon collègue est ici parmi nous et il pourra confirmer. Mais au-delà de ça, je pensais plutôt à la post-prod, c'est-à-dire que j'ai bien compris qu'il y avait travailler seul face à une multitude de données, c'est vrai que c'est agréable, mais vous finissez par se lasser parce que ce ne sont que des données. Et si on ne fait pas parler ces données, c'est vraiment très dommage. Exactement. Je pense que si on arrive à travailler à plusieurs, et c'est dans ce sens que je voulais effectivement participer et que je souhaite encore participer, c'est dans l'analyse des données, et c'est dans la production de science finalement. Bien sûr que la plupart d'entre nous ne sont pas forcément des astrophysiciens, mais il y a des petites choses quand même qui restent relativement simples à mettre en évidence. Et participer à une analyse citoyenne de la science me paraît judicieuse.
Le groupe de Staros, je l'avais identifié il y a quelques mois, années, et ça m'avait plutôt impressionné. Et à la suite de ça, effectivement, je me suis dit, bon, clairement, je n'ai pas les moyens matériels d'eux, mais par contre, intellectuellement, je peux effectivement participer. Je peux effectivement mettre quelques neurones à disposition. Je dis pas qu'ils sont nombreux, mais simplement, voilà, il y a la bonne volonté et l'enthousiasme qui est derrière. Voilà, donc c'est une offre de service purement gratuite et complètement enthousiaste que je fais là. Voilà. C'est super. Mm. Super. Génial, génial, merci. Et là, j'ai envie de rebondir sur un truc qu'on a identifié depuis très longtemps, c'est que on vient beaucoup par l'observation, la plupart des gens qui sont là, on vient par l'observation, par la technique et par le fait de produire des spectres, mais les amateurs ont aussi beaucoup de choses à faire du côté de l'analyse des données, l'exploitation des données. Je prends l'exemple de Bess, on se redit régulièrement, il y a des centaines de milliers de spectres dans Bess et je trouve qu'il y a encore beaucoup trop peu d'analyse de ces données, et pourtant les données sont disponibles. Et donc, c'est effectivement, pour les astronomes amateurs, il n'y a pas que le fait de faire des acquisitions de spectres, même si c'est souvent une porte d'entrée et puis que c'est bien de savoir comment ça marche. Mais il y a aussi d'autres manières de collaborer, quoi. Je voudrais revenir, si je peux me permettre, je voudrais revenir sur la méthode d'automatisation, hein, et la manière dont tu sélectionnes les données, en fait. Tu as montré des scores en fait sur la manière de faire et ça me paraît effectivement nécessaire. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des biais qui vont exister? C'est-à-dire, il n'y aura pas l'objet magnifique qu'on a oublié parce qu'il n'est pas dans le... Enfin, tu comprends bien ce que je suis en train de te dire. Et quelque part, tu devrais peut-être ajouter un aléatoire, c'est-à-dire un truc qui sort du cadre. Et puis, on ne sait jamais, quoi. Tu as peut-être un truc. Alors, le temps d'observation limité, mais tu as quand même beaucoup de nuits. Enfin, voilà, c'est une question même un peu philosophique hein, sur la stratégie. Est-ce qu'il faut être absolument automatisé ou est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut sortir du cadre? Parce que son instrumentation, elle peut servir à ça aussi. Est-ce que tu t'es posé cette question-là, en fait? Alors, c'est une très très bonne question. Et je me la suis pas posée, mais je suis complètement d'accord. Euh, pour être honnête, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est pas seulement la spectroscopie en elle-même, mais c'est le cheminement pour y arriver à cette automatisation, vu que j'ai un background un peu informatique. Le challenge d'être précis, de traiter ces étoiles de la liste des BE, mais le côté aléatoire, j'aime bien, j'aime vraiment bien. Je pense que je vais implémenter ça, sérieusement. Mhm. Euh, ouais. Ouais, d'accord. Mais c'est une bonne idée, ça. C'est vraiment à creuser. Ouais, parce qu'il y a toujours, tu sais, c'est fois à la pêche de ce qu'on a. En plus, on a une instrumentation très puissante, en fait, comme la tienne. Et bon, bah, il faut laisser un petit peu de. Mais enfin, semi-aléatoire, hein. Il ne faut pas aller viser n'importe quelle étoile qu'on met non plus, hein. Mais Ouais. élargis ta base et puis pioche dedans, on sait jamais. Il y a tellement de choses en spectro qui peuvent évoluer. Et donc, ça peut être assez amusant de le faire. Voilà. Il y a une question qui est posée par Alain Metz sur le chat qui en fait est intéressante parce qu'effectivement on est de plus en plus à être des observateurs depuis le sud parce que bon certes Pastrick lui il a son installation en Espagne donc il est déjà un peu plus bas pour suivre des cibles qui ont des déclinaisons négatives. Mais il y a aussi, là j'identifie déjà un deuxième setup. Il y a le setup de Roger Hello, Alain Metz et Christian Kreder qui sont à San Pedro, chez Alamori, au Chili. Et puis nous, on est aussi, on est un peu plus bas, mais on est aussi au Chili. Et effectivement, il y a aussi un nombre de cibles potentielles. Mais après, comme tu le dis, Alain, on peut très bien trouver des cibles communes. Entre le nord et le sud, de façon à ce que même un télescope au Chili puisse suivre une cible qui est bon, ça sera pas dans Cassiopée ou dans la Grande Ourse, mais c'est pas impossible non plus. Hein. Donc, par exemple, je pense que les Pléiades, par exemple, la cible de Play One depuis le Chili, on doit pouvoir la voir. Enfin, je n'ai pas regardé en détail, mais dans l'horizon nord, on doit pouvoir voir Play One. À mon avis, ça pose pas de problème. Juste un mot, je reprends juste un instant la parole. Pour tout ce qui concerne les scripts Python qui ont été mis en place, est-ce que vous avez mis en place un GitHub ou quelque chose qui pourrait être partagé
de telle manière qu'on puisse voir les codes, analyser les codes, les améliorer le cas échéant, même si on ne connaît pas forcément le setup technique, tout au moins sur les aspects scientifiques, on pourrait effectivement donner peut-être notre avis, donner des conseils peut-être, participer à une élaboration plus spécifique ou une étude plus spécifique des spectres donnés. Alors pour le moment, non. Pour le moment, c'est pas sur un GitHub. Pour l'instant, c'est sur mon serveur. Mais c'est une très bonne question, c'est une très bonne idée en fait de pouvoir pas seulement partager les spectres, mais aussi partager évidemment les scripts d'automatisation, d'avoir les avis des uns et des autres dans l'idée d'améliorer. C'est un très bon point. Ouais. Bon, ben, dans ce cas-là, on partagera effectivement nos adresses mail, le cas échéant. Très bien, volontiers. OK? On arrive peut-être au bout de notre session? Enfin là, je rebondis encore sur l'idée de Patrick de faire une campagne d'observation sur Play One, puisque Roger vient de me confirmer que dans le chat que on voyait très bien, enfin les Pléiades depuis le Chili, ça posait pas de problème. Donc bah voilà, ça peut être Voilà. une cible commune qui satisfait à la fois l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Exactement. Donc, bah, enfin, bon, on va pas te mettre la pression, Patrick, mais si franchement t'es motivé pour animer cette campagne, nous on te mettra avec Staros tous les outils à disposition, et après, ben, tu peux gérer la campagne comme tu le souhaites, si ça t'intéresse, bien sûr. On te Alors, force pas. c'est, je vais y réfléchir, mais je suis très très motivé. C'est une très bonne, très volontiers. À 218 jours, alors quand le compagnon repassera. Je tiens à dire qu'effectivement, l'idée est de lancer au moins 2 campagnes pour cet été, parce que l'été, c'est souvent quand même propice. Je crois qu'il y a des questions entre basse résolution et haute résolution. Il faut y penser à ça quand même. Et donc, on essaye de ménager ça, parce que ces deux approches, enfin, elles se croisent, mais elles peuvent être assez différentes sur la magnitude, sur le type d'objet. Et donc, clairement, l'idée, c'est de penser à la haute et la basse résolution en parallèle, Exactement. en fonction des setups qu'ont les amateurs, bien sûr. Bien, bah écoutez, est-ce qu'il y a encore des questions ou bah autrement on arrête là, mais bah, en tout cas, moi je remercie encore beaucoup Patrick pour ta présentation. Franchement, c'était très complet. Personnellement, j'ai aussi appris beaucoup de choses sur bah, justement la manière d'améliorer ce que nous on fait déjà au Chili. Voilà, c'est motivant et ça donne envie d'aller plus loin encore. Donc c'est Merci. parfait. Bien, bah Merci à tous. écoutez, Pareil, merci. tu voulais rajouter quelque chose, François, ou on Non, en arrête juste là? merci, bravo. Et ça donne envie. Bien, bah merci à tous en tout cas, et puis bah vous verrez ça si vous voulez le revoir. Il sera en replay sur la chaîne YouTube de Cheliac Instruments dès demain. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci beaucoup pour tout. Bonsoir.